On va commencer 13h01, on va commencer à l'heure. Si on veut, habituellement, comme on le fait d'habitude, on va finir à l'heure. Donc, mon nom est Vincent Gautret, directeur du CRDP. Je suis ravi d'accueillir cette activité, qui est une après-midi un peu différente des après-midi qu'on a eues dans le passé. Les après-midi étant généralement associés à un de nos axes de recherche au CRDP, que sont la justice face au changement par rapport à ses valeurs, par rapport à son institution, par rapport à ses normes. Et là, aujourd'hui, c'est un florilège d'un peu tout, relié sur l'instrument législatif. Mais malgré cette différence, je dirais, par rapport à cette activité que sont les après-midi de la justice, je pense qu'il y a véritablement, en lisant vos 4 bios que je ne vais pas relire parce que forcément, je n'ai pas le temps pour les décrire avec la profondeur que je devrais avoir, mais dans vos 4 bios que l'on voit sur la page du CRDP pour vous décrire, on voit véritablement ce qui est très CRDP, une manière de voir le droit autrement. C'est-à-dire de voir le droit de manière transversale, et puis ça va me permettre de vous présenter ainsi. Donc, la première intervenante, ce sera la professeure Christine Vézina de l'Université Laval, qui, elle, depuis toujours, en fait, depuis que je la connais, c'est-à-dire pas mal longtemps déjà, c'est beaucoup regarder le droit en général, et notamment le droit de la personne, au regard des droits sociaux et économiques. Et ce sera un petit peu le cas, je pense, dans sa présentation d'aujourd'hui, notamment des approches sociales. Un peu la même chose avec Annick aussi, que j'ai le privilège aussi de bien connaître, qui est ma voisine un peu plus loin à l'étage, qui regarde le droit fiscal, son champ de spécialité, mais beaucoup, et notamment, pas uniquement, mais notamment au regard de ce voir autrement que constitue l'approche féministe. Euh, Vanessa, Vanessa McDonald, que j'ai jamais eu le plaisir de vous rencontrer, ravie de vous voir ici, donc qui est co-directrice du Centre de droit public, ça ressemble beaucoup, mais de l'Université d'Ottawa. Vrai plaisir de vous accueillir, alors avec votre champ de spécialité, quel droit constitutionnel, mais là encore, au regard d'un spectre un peu transversal, un peu différent, c'est-à-dire confronter les pouvoirs exécutifs au regard des phénomènes sociaux. En tout cas, si j'ai un peu regardé votre bio, et en l'occurrence, votre propos sera plus sur l'utilité, le rôle, l'utilité de l'État. Et enfin, et non le moindre, un vrai plaisir d'accueillir aussi Guy Azimovét-Tétan, qui est lui aussi quelqu'un qu'on connaît très bien, qui est doctorant au CRDP, sous la direction de Jean-François Gaudin-Desbiens et Pierre Neureau, et qui, dans son cas, lui va montrer, toujours avec son approche de juriste, mais qui va nous montrer les tensions globales, locales qui peuvent exister, toujours au regard du droit constitutionnel. Et donc voilà, donc 4 manières de considérer ce terme un peu générique autour des droits de la personne et de la loi. Et encore une fois, je pense que j'ai dépassé 45 minutes promis. Je m'arrête là parce que j'ai hâte de vous écouter en vous remerciant une nouvelle fois de vous être rendu disponible aujourd'hui. Je signale dernière chose, l'activité est enregistrée pour fin de diffusion ultérieure. Pas les questions, mais comme je pense que vous avez 20 minutes à respecter chacune, on aura normalement peut-être quelques minutes de questions à la fin, si tout va bien. Christine, sans plus tarder. Merci beaucoup, Vincent. Merci pour ton accueil chaleureux. Alors, je vais partager tout de suite mon écran. Merci à Sylvain pour l'organisation. Non, ça ne fonctionne pas. Pardonnez-moi juste un moment. Voilà. Alors, merci à Sylvain pour l'organisation. Merci aux collègues Guy, Annick et Vanessa d'être présents. Vanessa, je suis hyper stressée parce que, dans le fond, le travail que je vais présenter aujourd'hui, c'est un peu à la lumière des textes que j'ai lus de Vanessa, dont notamment l'approche théorique. Donc, je parle un peu sous comment dire, l'autorité de Vanessa. Enfin, voilà. Donc, je me lance. 20 minutes, n'est-ce pas? Même pour les madames, ça peut être compliqué, Vincent. Alors, le sujet que je veux aborder aujourd'hui, c'est celui des liens entre les droits de la personne
les droits de la personne et le régime d'aide sociale au Québec. Et donc, bon, c'est un sujet qui peut être abordé, bien sûr, de différentes façons. La manière dont j'ai voulu le traiter, c'est à travers cette idée d'une responsabilité partagée entre les pouvoirs législatifs et le pouvoir judiciaire. Alors, ça m'amène à me demander quel rôle le pouvoir législatif est-il à même d'assumer pour respecter, promouvoir les droits de la personne et quelles sont les interrelations qu'on peut observer entre les décisions des tribunaux judiciaires et la posture du législateur lorsqu'il adopte des lois, ici en l'occurrence en matière d'aide sociale. Donc, rapidement, un plan en 4 parties, donc 5 minutes par partie. Normalement, ça devrait être à peu près ça. Donc, d'abord, dans un premier temps, revenir sur cette question du législateur en tant qu'acteur responsable de la mise en œuvre des droits. C'est une question qui a fait l'objet de certains travaux en sciences politiques, mais qui demeure encore, je pense, peu traité, en tout cas ici au Québec, au Canada un peu plus, notamment grâce aux écrits de Vanessa. Donc, ce sera l'objet de ma première partie. Ensuite, donc, poser l'hypothèse de l'intervention asymétrique des pouvoirs législatifs et judiciaires. Donc, c'est à la lumière de cette hypothèse que je vais ensuite lancer l'analyse sur les rapports entre l'aide sociale et les droits de la personne pour essayer de démontrer l'existence d'une rupture entre le cadre juridique des droits de la personne et le régime d'aide sociale au Québec. Et enfin, poser le constat d'une irresponsabilité partagée par rapport aux droits des personnes en situation de pauvreté prestataires de l'aide sociale. Alors, premier point, le législateur québécois et les droits de la personne. Ici, j'ai mis un point d'interrogation parce que, dans le fond, je veux poser la question suivante. Est-ce que les droits sont pris au sérieux par le législateur? C'est la question qui me préoccupe dans mes travaux actuellement. Pour répondre à cette question-là, bon, il y aurait différentes pistes d'analyse. Je suis revenue finalement à l'analyse des différentes phases de l'adoption des lois pour voir à travers ces différentes phases quelle est la place qu'on accorde au cadre juridique des droits de la personne. Donc, essentiellement, la phase ministérielle, la phase gouvernementale et la phase parlementaire d'adoption des lois. Sans entrer dans le fin détail de chacune de ces phases, on pourrait quand même simplement essayer de mettre en relief les moments où le législateur est appelé à prendre en considération le cadre juridique des droits de la personne. Et quand je parle du cadre juridique des droits de la personne, j'entends par là, bien sûr, les droits protégés dans la Charte canadienne, les droits protégés dans la Charte québécoise. On pourrait aussi, même si l'essentiel de mon propos ne va pas nécessairement sur ce terrain, mais on pourrait aussi penser les droits de la personne tels que définis dans les conventions internationales qui lient le Québec et le Canada, notamment ici, en l'occurrence, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui a été ratifié par le Québec et le Canada en 1976. Donc, quels sont les moments où le législateur est appelé à prendre en considération le cadre juridique des droits de la personne? Alors, dans la phase ministérielle, il y a du travail qui est produit par les légistes de l'État. Un mémoire doit être produit par les services juridiques des ministères concernés par la loi. Ce travail-là, donc, est élaboré, est effectué par les services juridiques des ministères concernés, comme je viens de le dire. Il y a un mémoire qui est déposé au Conseil des ministres et en parallèle, on commence à travailler l'écriture du texte législatif avec les légistes de l'État. À cette étape-là, le contexte législatif est examiné, bien sûr, par les légistes. On peut même aller chercher des avis juridiques des avocats des services juridiques de l'État. Donc, même si à cette étape-là, on n'a pas de mention nécessairement explicite formellement quant à la responsabilité de s'assurer que l'idée du projet de loi qui est en train de germer est conforme aux chartes, on peut penser que puisque le contexte législatif est examiné, il y aura une prise en compte
des droits, bien que ce ne soit pas, comme je le dis, formalisé de manière explicite. Donc, autrement dit, on a l'impression à ce stade-ci que peut-être qu'on peut penser qu'en effet, il y aura une prise en compte des droits, mais ça demeure, somme toute, assez flou en termes de balises formalisées. Ensuite, la phase gouvernementale. Donc le ministre donne le feu vert, on met la machine en marche pour élaborer le projet de loi. À ce moment-là, encore une fois, il y a différentes interventions, notamment du comité de législation et du secrétariat à la législation. Et là, on sent que quand on analyse le projet de loi, on va à une certaine étape. On va s'assurer du respect des lois au cadre juridique constitutionnel et quasi-constitutionnel. On peut même aller chercher à cette étape-ci, on peut même aller demander à la Commission des droits de la personne certaines précisions, consulter la Commission des droits de la personne à cette étape. Encore une fois, on sent qu'il y aura une prise en compte des lois constitutionnelles et quasi-constitutionnelles. Ceci dit, on n'a pas non plus la formalisation de l'idée que le législateur a un rôle à jouer dans la mise en œuvre des droits. Donc, essentiellement, j'ai l'impression qu'il s'agit surtout d'éviter les risques de poursuites judiciaires. On s'assure de la conformité, mais on n'est pas nécessairement dans une démarche de mise en œuvre des droits. Enfin, la dernière étape qui est la phase parlementaire, celle qu'on connaît le plus, ici, au niveau de la phase parlementaire, bien sûr, en commission parlementaire, il est possible de recevoir différents interlocuteurs qui peuvent avoir des préoccupations de droits de la personne. Donc, les enjeux de droits de la personne pourront être soulevés à cette étape. La commission des droits de la personne, elle le fait de manière régulière. Elle va soumettre un mémoire. Elle interviendra en commission parlementaire pour faire valoir justement en quoi la loi est conforme ou non aux droits de la personne. Mais il n'en demeure pas moins que, par exemple, par rapport à cette intervention de la Commission des droits de la personne, si le législateur décide de ne pas se préoccuper des préoccupations de la Commission des droits de la personne, ce qui est parfois le cas, là, on peut le noter dans l'historique législatif, notamment de la loi sur l'aide sociale, il n'y a aucune imputabilité, aucune exigence pour le législateur d'expliquer en quoi, pourquoi, comment on prendrait une distance par rapport à la posture de la Commission des droits de la personne. Donc, bref, ici, si on fait une petite analyse comparative avec ce qui existe au fédéral, on peut voir certaines différences, notamment parce qu'au fédéral, la procédure qui est mise en place pour s'assurer de la conformité des lois à la Charte canadienne est formalisée premièrement dans la loi sur le ministère de la Justice et en vertu de cette loi et du règlement qui règlement qui porte sur l'examen de compatibilité avec la Charte canadienne, le ministre doit produire un rapport dans lequel il indique formellement si la loi est ou non conforme à la charte. Donc, il y a un message clair qui est envoyé aux députés ou aux sénateurs lorsque vient le temps d'analyser la loi. Donc, je trouve que, bien qu'il y ait des limites associées à ce processus-là, ça a été documenté par certains auteurs, dont Janet Ebert, une collègue de sciences politiques, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un message, j'ai l'impression, plus formalisé qui est envoyé aux parlementaires quant à la conformité de la loi par rapport aux exigences des droits de la personne. Et comme je le disais, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, si on revient au processus québécois, voilà, on constate qu'on est dans une logique vraiment destinée à s'assurer d'éviter des risques de transgression des lois constitutionnelles, quasi-constitutionnelles, mais l'approche qui est mise de l'avant est peu propice, à mon sens, pour développer un rôle proactif de mise en œuvre assumé par le législateur. Alors, passons maintenant à l'hypothèse de l'intervention asymétrique des pouvoirs législatifs et judiciaires. Alors ici, l'approche théorique à partir de laquelle j'ai
voulu questionner le sujet qui me préoccupe, c'est celui c'est l'idée c'est le fait de reconnaître en fait que il existe, en fin de compte, une collaboration entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. On table ici sur l'idée que les deux entités doivent collaborer dans le projet commun de respecter les droits de la personne qui sont prévus dans la Constitution ou dans la Charte québécoise. Alors, cette approche théorique, elle suppose que le législateur a lui aussi un rôle à jouer, une responsabilité dans le respect et la protection des droits. Alors, cette approche nous permet de prendre un peu une distance par rapport à la critique qui est faite à l'effet que les droits de la personne seraient une affaire qui relèverait uniquement du pouvoir judiciaire. Donc, on reconnaît une responsabilité partagée entre les deux institutions. L'approche est particulièrement intéressante, à mon sens, par rapport aux droits de la personne, parce qu'elle, en fait, parce qu'on le sait, hein, les droits de la personne ont une certaine texture ouverte. On a des dispositions qui sont, somme toute, assez générales. Et donc, en analysant les responsabilités partagées qui incombent aux deux institutions, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, mais ça donne peut-être un peu d'espace pour qu'un véritable dialogue existe sur la matière qui doit être rattachée aux droits de la personne pour donner permettre en fait une réflexion, un débat sur la substance des droits de la personne donc pour favoriser ce débat entre les deux formes d'institutions. Dans la perspective donc de cette collaboration constitutionnelle, les auteurs suggèrent, et là je reprends ici l'extrait que vous voyez sur le PowerPoint qui est issu d'un texte de McDonnell en 2016, elle met de l'avant l'idée que dans la littérature, quand on s'intéresse justement à cette question de collaboration constitutionnelle, les auteurs suggèrent que plus le législateur va prendre au sérieux les droits de la personne, moins le pouvoir judiciaire sera prompt à être interventionniste. Et à l'inverse, moins le législateur semblera avoir pris en considération les enjeux de droits de la personne, plus les pouvoirs judiciaires seront à l'aise pour intervenir. Alors, c'est à partir de cette hypothèse de l'intervention asymétrique des pouvoirs législatifs et judiciaires que j'ai voulu questionner l'historique législatif du régime d'aide sociale au Québec en parallèle avec l'historique judiciaire qu'on a connu entre 1992 et 2002, c'est-à-dire l'affaire Gosselin, donc une décision qui a marqué, bien sûr, le champ des droits de la personne et de l'aide sociale au Canada. Et la question qu'on peut se poser à la lumière de l'hypothèse, donc, c'est est-ce que quand on analyse justement cet historique législatif, en parallèle avec les différentes décisions qui ont été rendues en Cour supérieure, en Cour d'appel et finalement en Cour suprême du Canada, est-ce qu'on peut observer cette relation asymétrique? Autrement dit, est-ce que si on estime que le législateur n'a pas pris suffisamment au sérieux les droits des personnes en situation de pauvreté prestataires de l'aide sociale, est-ce qu'on a pu observer dans l'arène judiciaire une plus grande intervention? Donc, voilà, c'est la question à partir de laquelle j'ai essayé de structurer l'analyse. Voilà, l'analyse, elle se distingue en trois parties essentiellement. Donc, première partie de 1969 à 1998. 1969, c'est l'adoption de la première loi sur l'aide sociale dans laquelle, en fait, quand on a adopté la loi sur l'aide sociale à l'époque, il y avait une grande emphase qui avait été mise par le ministre responsable sur l'idée d'un droit à l'aide sociale. Il avait même expliqué en chambre les 6 droits de l'aide sociale qui devaient être mis de l'avant à travers sa loi. Donc, l'historique de 69 à 98
pour mettre en lumière voilà, une certaine forme de dissolution législative de ce droit à l'aide sociale qui, au départ, avait été mis de l'avant. Ensuite, voir Gosselin, essentiellement, la décision Gosselin rendue par la Cour suprême, qu'est-ce qui a été mis de l'avant au final dans cet arrêt de la Cour suprême, une certaine fermeture à l'égard de la reconnaissance des droits des personnes prestataires de l'aide sociale et enfin, l'étape post-Gosselin, 2002 à 2017. Bien sûr, vous l'aurez compris, le temps file. D'ailleurs, pour les gardiens du temps, pourriez-vous me dire c'est quand la ligne d'arrivée? Est-ce que c'est 25? Il reste 5 minutes. OK, merci. Alors voilà, donc je n'entrerai pas dans le fin détail de chacune de ces étapes, mais essentiellement, je vais essayer de mettre en lumière les grandes caractéristiques de chacune de ces étapes. Alors, loi de 1969, je l'ai dit, l'idée donc d'un droit à l'aide sociale qui est mis en place par opposition aux approches caritatives qui existaient auparavant. À partir de 69, dans les suites de 69 jusqu'en 84, on observe diverses restrictions qui sont apportées au fil du temps au droit à l'aide sociale, des restrictions qui concernent à la fois l'âge des prestataires ou encore des restrictions relatives au refus ou à l'abandon d'un emploi de la part des prestataires, des exigences quant aux formations des prestataires. Donc, tranquillement, certaines restrictions sont mises en place. Et puis, finalement, en 84, le régime de 84, il est particulier parce que c'est celui-là qui fait l'objet du recours judiciaire dans l'affaire Gosselin. En 84, la loi qui est adoptée vise à imposer aux jeunes de moins de 30 ans un parcours d'employabilité qui permet de bonifier la prestation, bien sûr, si on s'engage dans le parcours, mais ceci dit, qui prévoit des prestations beaucoup plus inférieures pour les jeunes de moins de 30 ans. Sachant d'ailleurs que déjà à cette époque, en 84, les prestations de l'aide sociale, je parle ici des prestations des personnes aptes à l'emploi, prestations n'ont pas été indexées depuis plusieurs années. Donc, on est à peu près, pour les jeunes de moins de 30 ans, à des prestations qui équivalent au tiers des prestations accordées aux 30 ans et plus. Pour le dire simplement, prestations de 170 $ pour les jeunes de moins de 30 ans et versus des prestations de 466 $ pour les plus de 30 ans. On est ici à quelque chose autour de 55 % du seuil de pauvreté là, quand on y va avec la prestation complète de 466 $. Donc, bref, des prestations différenciées en vertu de l'âge. Ensuite, en 89, 89, c'est particulier parce que c'est 2 ans après l'autorisation du recours collectif dans l'affaire Gosselin. Donc, 2 ans après l'autorisation du recours collectif, on abandonne, le législateur abandonne les prestations différenciées en raison de l'âge. On mise davantage sur l'idée de l'activation des politiques sociales en réponse au chômage. Donc, essentiellement, on vient créer le critère de l'aptitude à l'emploi qui est au cœur du régime. Et ce qu'on veut, en fait, c'est miser sur l'employabilité, transformer les prestataires en agents économiques à l'affût du marché de l'emploi. 98, déficit zéro, donc on est encore une fois dans cette logique de l'activation et on sent une certaine forme de dénaturation de l'aide sociale qui commence à prendre les traits, à mon sens, d'un programme d'assistance-emploi. On arrive rapidement à l'affaire Gosselin. Essentiellement, j'ai peu de choses à dire sur Gosselin, mais il faut savoir que, voilà, on a contesté le régime de 84 qui imposait des prestations différenciées selon l'âge. Et essentiellement, rendu à la Cour suprême, les juges, l'issue du jugement, c'est qu'après analyse, on constate qu'on en arrive à la conclusion que les prestations, le régime qui impose ces prestations différenciées ne sont pas discriminatoires, ne porte pas atteinte à l'article 15. On estime également qu'il n'y a pas ici d'atteinte au droit à la sécurité prévu dans la Charte canadienne et finalement qu'il n'y a pas non plus d'atteinte à un droit à des mesures susceptibles d'assurer un niveau de vie décent en vertu de l'article 45. Donc, des droits finalement hermétiques à la pauvreté, à mon sens. Et dans les suites de Gosselin, eh bien sûr, on pourrait dire que c'est le règne, à mon sens, du législateur tout-puissant, puisque l'arrêt Gosselin
n'est pas venu fixer certaines balises qui auraient pu quand même encadrer par la suite l'activité législative en matière d'aide sociale. Donc, à mon sens, c'est le règne du législateur tout-puissant qui donne lieu, en fait, dans les activités du législateur post-Gosselin, on observe l'adoption en 2002 de la loi visant à lutter contre la pauvreté, qui est quand même, on pourrait saluer cette initiative, d'autant plus qu'il y avait une mobilisation citoyenne extrêmement forte derrière, certainement galvanisée par les recours judiciaires, mais il n'en demeure pas moins que, comme des auteurs l'ont mis de l'avant, la loi sur la lutte contre la pauvreté n'est pas venue reposer sur le cadre juridique des droits de la personne. C'est la critique qu'on peut formuler à l'égard de cette loi. Et par la suite, 3 ans après, 2005, un changement à la loi sur l'aide sociale qui est venu mettre fin aux sanctions lorsque les prestataires d'aide sociale aptes à l'emploi ne s'engagent pas dans des parcours d'employabilité. Donc là, on pouvait sentir une ouverture vers les droits. D'ailleurs, la ministre Courchaine en Chambre avait même souligné étonnamment, elle avait dit quelque chose comme c'est important d'abandonner les sanctions à l'aide sociale puisqu'il existe quand même dans notre charte des droits sociaux, des droits socio-économiques. Donc, en quelque sorte, il faut prendre en compte ces droits et ça justifie l'abandon des sanctions. 2016, dernier point à noter. 2016, vous le savez peut-être, c'est plus récent. Le programme Objectif Emploi qui a été mis de l'avant, modification encore une fois à l'aide sociale. Et dans ce régime modifié en 2016, on est venu en fait rendre, à mon sens, conditionnel pour les primo-demandeurs, les personnes qui pour la première fois demandaient de l'aide sociale. On est venu rendre conditionnel l'accès à ces prestations pour les primo-demandeurs en les forçant à s'engager dans un parcours d'employabilité, à défaut de quoi des sanctions importantes pouvant aller jusqu'à 240 $ ou 214 $ pouvaient leur être imposées. Avec le programme Objectif Emploi en 2016, on peut même se demander si on n'est pas face à une régression du droit à des mesures susceptibles d'assurer un niveau de vie décent, prévu à l'article 45, puisque les sanctions ayant été retirées en 2005, comment justifier leur réintroduction par la suite? On peut se demander s'il ne s'agit pas d'une mesure régressive, ce qui est évidemment extrêmement problématique du point de vue des droits. Alors, en conclusion, bien sûr, puisque le temps file, on voit donc que du côté du législateur, la place accordée aux droits de la personne dans le contexte des lois sur l'aide sociale est plutôt, absente, n'est-ce pas, des préoccupations du législateur. Ensuite, la réponse du pouvoir judiciaire n'est pas venue baliser, encadrer cette législation. Donc, par la suite, toute puissance du législateur qui a pu même en arriver au programme Objectif Emploi. On peut se demander à ce moment-là si on part de l'idée de départ, est-ce qu'il existe une responsabilité partagée entre le législateur et le pouvoir judiciaire? Dans le contexte ici de la loi sur l'aide sociale, on peut se demander si les droits des personnes prestataires de l'aide sociale ne sont ni l'affaire du législateur et ni l'affaire du pouvoir judiciaire. Elles sont l'affaire de qui alors? C'est vraiment la question qui m'anime, d'où cette mention d'une faille du constitutionnalisme, comme si les personnes en situation de pauvreté prestataires de l'aide sociale tombaient dans cette faille et qu'il n'y avait pas de réponse possible de la part des deux grandes institutions de l'État pour répondre aux préoccupations de droits de la personne qui sont les leurs. Enfin, c'est la piste sur laquelle je vous laisse. Et puis, voilà, j'aurais pu poursuivre avec le fardeau des acteurs profanes, mais laissons ça aux discussions. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, voilà. Quand on organise des conférences comme ça avec des gens qui viennent de plusieurs domaines du droit, j'ai toujours l'impression que la fiscalité, c'est l'espèce de carré qu'on essaie de faire rentrer dans le rond. Et la conversation avec Christine me confirme que non, cette fois-ci, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de liens à faire entre la présentation de Christine et la mienne. Donc, moi, je m'intéresse, comme vous avez compris, à la fiscalité, mais je m'intéresse pour cette petite présentation au lien entre le législateur et les droits de la personne, mais j'ai en fait m'attarder aux droits des femmes parce que c'est là-dessus que j'ai travaillé. La présentation, elle est inspirée de 2 articles que j'ai déjà écrits
Donc, ceux qui les ont lus, vous allez reconnaître des trucs. Je voulais quand même divulguer que ça venait de trucs déjà écrits. Les lois fiscales, comme d'autres lois, vont renvoyer vraiment exceptionnellement au genre des contribuables. Les lois fiscales subissent des pressions qui sont très fortes en faveur d'un dogme de neutralité législative, c'est-à-dire que les lois doivent s'appliquer à tous sans distinction. Les lois fiscales subissent encore plus cette pression-là parce que les critères d'analyse du régime législatif, du régime fiscal, en fait, est composé de deux aspects principaux, soit celui de l'équité qui veut que deux contribuables dans la même situation économique soient imposés de la même façon, et aussi de la neutralité du régime fiscal. Donc, le régime fiscal ne doit pas être affecté, ou l'économie ne doit pas être affectée, ou les décisions des contribuables ne doivent pas être affectées par le régime fiscal. Donc, avec des critères d'analyse comme ça, on comprend que le revenu est au centre des distinctions qui sont créées dans la loi. Donc, ce dogme vers la neutralité fiscale pose des risques sur l'égalité, on se comprendra, sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Cette apparence de neutralité-là peut occulter le caractère dominant de certaines représentations sociales et peut rendre difficile la considération de certains aspects liés au genre. Par exemple, des lois qui seraient en apparence neutres pourraient ne pas tenir compte des revenus statistiquement plus faibles des femmes, d'une plus grande responsabilité des femmes relativement au travail non rémunéré, de l'importance pour les femmes de services de garde de qualité ou de la vulnérabilité économique plus grande sur le marché du travail. Tous ces aspects-là vont être très importants pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Or, selon certains des objectifs des dépenses fiscales qu'on va voir tout à l'heure, ces aspects-là pourraient être centraux à la création ou à l'élaboration des mesures fiscales. Donc, je vous disais que l'importance de cette apparente neutralité ou de cette fausse neutralité-là est encore plus importante sur les dépenses fiscales. Mais que sont les dépenses fiscales? Les dépenses fiscales, ce sont des mesures... J'arrive plus à cliquer. J'ai perdu... je ne sais pas si... On dirait que mon ordinateur est gelé. Les dépenses fiscales, ce sont des subventions ou des mesures de redistribution qui sont incluses par l'intermédiaire des lois fiscales. C'est-à-dire que, par exemple, on va introduire dans des lois qui servent à calculer le revenu des subventions de la nature de l'allocation familiale, des frais de garde, des crédits pour les aidants naturels, donc des mesures qui servent à subventionner certaines activités ou certaines situations, donc qui peuvent affecter les femmes. Ah, bon, ça y est, mon ordinateur a accepté de refonctionner. Donc, on comprend que quand on introduit des mesures de la nature des subventions de programmes sociaux dans des lois fiscales qui ont des pressions vers la neutralité, il est possible qu'il y ait un choc entre cette neutralité-là exigée par les lois fiscales et les objectifs des dépenses fiscales sociales. Puis c'est là où je fais le lien un petit peu avec Christine, parce que les litiges en matière d'égalité et de fiscalité devant les tribunaux, les deux plus importants étant devant la Cour suprême dans les années 90, ont été très peu utiles dans cette recherche de l'égalité pour les dépenses fiscales sociales. Là, je vais juste essayer de récupérer. Ça ne marche pas. Bon, désolé, mon ordinateur est gelé. La première raison pourquoi, parce que je l'ai retrouvé une citation, voilà, je l'ai ici, du juge Iacobucci dans Thibodeau. Le juge Thibodeau, bon, dans les deux décisions, Symes et Thibodeau, qui sont les plus importantes de la Cour suprême en matière d'égalité et de fiscalité, portent toutes les deux sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Dans un cas, c'est pour la déduction des frais de garde d'enfants et dans l'autre cas, c'est le régime d'inclusion et de déduction dans lequel je n'entrerai pas en matière de pension alimentaire. Mais les deux arrêts ont démontré les difficultés d'établir une distinction qui est discriminatoire découlant de l'application des lois fiscales. Le juge Iacobucci, donc cette citation que je cherchais, nous dit que
J'ajouterais cependant que sans être pertinente à la détermination de l'application de la charte à son égard, la nature particulière de la loi de l'impôt sur le revenu n'en demeure pas moins un élément important dont il faut tenir compte dans la définition de la portée du droit invoqué, que l'on sait être en l'espèce le droit au même bénéfice de la loi. Donc, c'est l'article 15 qui était invoqué dans Thibodeau. Donc, on nous dit la nature particulière des lois fiscales sans être déterminant. Faut quand même le considérer quand on détermine qu'est-ce que le bénéfice ou le même bénéfice de la loi. Bon, après plusieurs années de recherche, je ne suis pas trop sûre encore c'est quoi la nature particulière des lois fiscales qui ferait en sorte que les droits ne seraient pas, l'étendue des droits ne serait pas la même quand on regarde la loi de l'impôt sur le revenu ou une autre loi. Mais visiblement, il y a une difficulté là parce que ce que juge Iacobucci nous dit, c'est que la loi de l'impôt sur le revenu fait des distinctions sur la base du revenu, puis que comme on est dans le cadre normatif, donc dans le cadre technique, on analyse les lois fiscales, on se demande si ça répond aux critères d'équité et de neutralité, puis si le revenu est respecté. Il n'y a pas de problème d'égalité. Mais par contre, quand on est dans les dépenses fiscales, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'équité et la neutralité. Les dépenses fiscales, ce sont des dépenses budgétaires, des subventions, des programmes sociaux. Donc, ils doivent être analysés comme des programmes sociaux. Donc, ils doivent être analysés comme sur le plan budgétaire, est-ce qu'on va chercher l'objectif qu'on veut aller chercher? Est-ce que la loi est efficace? Est-ce qu'elle répond aux critères qu'on veut lui donner? Puis aussi, finalement, est-ce qu'elle atteint les objectifs d'égalité qui sont défendus par les chartes? Donc, premier contexte qui rend difficile la reconnaissance du traitement différé. L'autre contexte, c'est la déférence très grande des tribunaux en matière de droits économiques et sociaux envers le gouvernement, puis envers une déférence budgétaire, en fait, qui s'applique encore plus à la loi de l'impôt sur le revenu parce qu'on a tout le temps l'impression qu'on ne sait pas trop les conséquences qui vont découler là, de la loi. En fait, qu'est-ce qui va découler de notre décision? Puis je pense que c'est un peu insécurisant. Donc, les litiges ont été peu utiles et c'est ce qui m'a amené à me concentrer sur le législateur. Quelques constats. Au moment où j'ai commencé à m'intéresser aux législateurs en droit fiscal, il y avait plusieurs auteurs qui avaient établi que les lois fiscales ont un effet différencié selon le genre. Donc, malgré la neutralité, la loi n'est pas si neutre que ça. Et donc, ça fait que le législateur joue un rôle encore plus important. On a vu l'échec des contestations constitutionnelles. Alors, il faut s'en remettre encore plus au législateur. Donc, j'ai deux grands constats. Le législateur n'est pas neutre et ça découle d'une étude de discours, de tous les discours qui émanent du gouvernement fédéral depuis 1970 sur les dépenses fiscales. Et le deuxième constat, ce manque de neutralité-là qui est caché derrière une neutralité rend encore plus nécessaire une analyse différenciée selon les sexes. Quand je vous ai dit tout à l'heure que les lois fiscales ont un effet différencié, je vous donne deux exemples. Je vais vous donner l'exemple de la déduction pour le régime enregistré d'épargne retraite, donc le REER. On sait que quand on cotise un REER, on a le droit de déduire les montants des cotisations en REER chaque année dans notre déclaration de revenus, puis ça diminue notre charge fiscale ou ça nous donne un retour d'impôt. La déduction pour REER, en fait, l'ensemble des déductions de tous les contribuables au Canada en 2013 totalisait 7,7 milliards de dollars. Parmi les 7,7 milliards de dollars de déduction, 38 ont bénéficié aux femmes et 61 aux hommes. Donc, on voit déjà que la proportion des femmes qui demandent la déduction pour frais de garde, et même pas la proportion du 7,7 milliards de dollars de déduction est beaucoup plus faible chez les femmes. En plus, on sait que le montant moyen de la déduction chez les femmes est de 4 000 $, 4 034 en 2013. Elle est de 5 743 dans la même année pour les hommes. Donc, les hommes déduisent déjà plus que les femmes quand ils déduisent la déduction pour REER. Ajoutons à cela que la déduction des montants pour REER donne un retour d'impôt plus grand si notre revenu est plus élevé. Donc, plus notre revenu est élevé, plus le retour sur nos REER est grand.
ce qui statistiquement, en plus, profite aux hommes. Donc, c'est un des effets différenciés entre les hommes et les femmes. Je donne un autre exemple un peu contraire pour montrer ma bonne foi. La déduction pour les frais de garde correspond à 1,2 milliard de dollars de déduction en 2013. C'est tiré de Vincent et Al 2015. Donc, la déduction 1,2 milliard, elle bénéficie, ce 1,2 milliard-là bénéficie à 64,7 % aux femmes, 35,3 % pour les hommes. Et la déduction moyenne pour les femmes, c'est 1 425, alors que c'est 969 pour les hommes. Pourquoi? Parce que la déduction, elle est versée au conjoint qui a les revenus les moins élevés. Donc, dans une proportion de 64,7 %, ça reste encore les femmes dans le couple. Et les déductions des montants, comme pour le REER, donnent un avantage plus grand si notre revenu est plus élevé. Donc, c'est un petit peu ça l'effet différencié. Donc, ça, c'est juste sur le plan budgétaire parce qu'après, on se questionne aussi si ces déductions-là, étant donné le contexte socio-économique, étant donné la situation socio-économique des hommes et des femmes, peut avoir d'autres effets qui seraient des effets négatifs. Mais déjà, sur le plan budgétaire, on voit qu'il y a des effets différenciés. Donc, je vous disais, et là, moi aussi, vous me remettrez à l'ordre si je dépasse mon temps, mais je vous disais que le législateur n'est pas neutre. Donc, pour les années de 70 à 74, j'ai fait une analyse du discours de politique fiscale des dépenses fiscales qui touchaient les familles. Donc, j'ai regardé la déduction pour frais de garde, les crédits pour enfants, l'allocation familiale ou son équivalent, montant canadien pour enfants, le crédit d'impôt pour dépendants, puis pour aidants naturels. J'ai étudié les projets de loi, les discours, les budgets, les débats en Chambre des communes, au Sénat, les comités, les rapports. J'ai fait le tour pas mal du discours et j'en suis venue à certaines conclusions par période qui correspondent aussi à ce que la littérature avait trouvé dans d'autres domaines du droit. Donc, pour l'analyse des périodes, j'ai utilisé la typologie de Jensen 2009. La bibliographie est à la fin des PowerPoint. Donc, pour la période keynésienne, donc pour moi, comme je commençais avec la réforme fiscale de 70, c'était les 5-6 premières années des années 70, on a vu beaucoup plus de subventions par l'intermédiaire des lois fiscales et une grande confusion discursive. Donc, on inclut des subventions, mais on continue à parler de ces programmes sociaux-là comme étant assujettis aux critères de réflexion, d'équité puis de neutralité, alors qu'on devrait parler en termes budgétaires. Les femmes sont intégrées dans le discours de politique fiscale dans ces années-là. Elles sont des mères, elles sont des épouses et parfois des travailleuses. Mais quand elles sont des travailleuses, c'est toujours un petit peu problématique parce qu'elles devraient rester à la maison et s'occuper de leurs enfants. Donc, elles peuvent travailler si, en gros, dans le discours, elles peuvent travailler si elles doivent travailler. Donc, leur rôle traditionnel à la maison n'est pas valorisé. Mais cette période-là reconnaît qu'il y a des inégalités de pouvoir à l'intérieur de la famille. Il reconnaît que les femmes sont dépendantes de leur mari et pour cette raison-là, dans le discours de politique fiscale, elles sont peu l'objet de la politique fiscale, sauf pour quelques périodes, sauf pour quelques dépenses fiscales où elles sont la bénéficiaire directe du programme. Pour la période néolibérale, le concept d'égalité change beaucoup dans cette période-là, puis ça signifie qu'on doit avoir le même traitement pour tous. Donc, pour les fins des politiques fiscales, la citoyenneté appartient vraiment aux travailleurs, puis aux travailleurs de la classe moyenne. Le travail non rémunéré, les soins ne sont plus genrés, donc on ne parle plus de femmes dans le discours de politique fiscale et on relègue toutes ces questions-là à la sphère privée ou à l'intérieur de la cellule familiale qui revient très souvent dans le discours. Donc, les femmes sont évacuées du discours, sont remplacées par les enfants à risque ou par la famille tout simplement. Et donc, on ne reconnaît plus les inégalités de pouvoir possibles à l'intérieur de la famille ou du couple. Et donc, pour la période après le milieu des années 90, les dépenses fiscales deviennent juste des réductions d'impôts pour les travailleurs de la classe moyenne
Et l'élection puis là, je fais pas de politique, je ne veux pas faire de politique, ça ne m'intéresse pas, mais l'élection des conservateurs, après, dans les 2-3 années après, on a senti vraiment un changement dans le discours de politique fiscale. Le discours de politique fiscale favorisait de plus en plus les familles à un seul revenu ça ne constitue pas un problème en soi. C'est juste qu'on introduit ces nouvelles politiques-là avec favorisant des familles à un seul revenu. Sauf que quand on parle de la personne qui est responsable des soins ou du travail non rémunéré, on ne parle plus des femmes. Et au contraire, on utilise des exemples, et tous les exemples, sauf un, je pense, dans le discours au Parlement, sont des exemples d'hommes qui décident de rester à la maison. Donc, le cousin d'un député qui décide de rester à la maison ou le beau-frère d'un autre député. Donc, on voit vraiment l'évacuation complète de la femme, mais des politiques qui les visent. Donc, le discours et l'élaboration des mesures ne vont plus ensemble. Il y a une espèce de dissonance entre ce qu'on veut faire et ce dont on parle. Depuis 2015, il y a un autre changement de discours, puis probablement que si j'avais lu Jensen dernièrement, elle aurait sûrement trouvé un autre nom pour cette période-là. Mais depuis 2015, en fait, depuis 2017, moi, sur le plan fiscal, je constate, bien que je n'ai pas fait la même étude, que la mienne s'arrêtait en 2014, je constate un autre changement de discours avec les femmes qui reviennent à l'avant-plan des politiques fiscales, donc avec le programme des garderies, mais dans le budget aussi. On prend le budget de 2016, on parle des femmes 3 fois dans les centaines de pages que compose le discours. Déjà en 2017, on fait une analyse différenciée selon les sexes dans le budget, mais c'est très, très simple et c'est purement des postes budgétaires. Puis en 2021, on a une analyse différenciée selon les sexes qui est beaucoup plus complète et on réfère plus de 223 fois à la femme dans le budget de 2021. Donc, on sent le retour, mais on va le voir, l'analyse différenciée n'est pas tout le temps encore complète. Donc, cette absence de neutralité-là dans le discours nécessite que l'on s'arrête parce que le discours de politique fiscale a un impact sur l'élaboration des mesures fiscales, les choix qu'on fait, mais aussi la façon dont on décide de verser des subventions ou de verser des programmes sociaux. Et donc, l'importance en matière budgétaire de l'analyse différenciée selon les sexes est encore plus importante. Parce que ce travail-là ne se fait pas nécessairement dans l'élaboration immédiate. Ça doit se faire à long terme. Donc, l'analyse différenciée selon les sexes, c'est un processus auquel le gouvernement du Canada s'est engagé dans ses ententes internationales. Et ça consiste, c'est un processus, en fait, qui permet d'évaluer les implications pour les femmes et pour les hommes d'une action gouvernementale. Elle vise à s'assurer que les expériences des hommes et des femmes fassent partie intégrante de l'élaboration de la mesure et de l'application des mesures. Le but ultime de l'analyse différenciée selon les sexes, c'est l'atteinte de l'égalité. Et je réfère à l'AE en 2010. Les mesures fiscales interagissent les unes avec les autres. On ne peut pas les étudier en vase clos. On ne peut pas non plus juste faire une analyse qui serait une analyse budgétaire. Donc, il faut vraiment faire une analyse plus large qui va aller chercher tous les aspects socio-économiques liés au genre, dont les responsabilités pour le travail non rémunéré, pour les soins et aussi l'accès au marché du travail. Pour ça, on doit tenir compte on doit vouloir atteindre l'égalité, mais l'égalité dans le sens que je retiens, qui est celui de Booth et Bennett, 2002, qui nous parle du tabouret à 3 pieds et dont chacun des pieds est nécessaire pour que le tabouret tienne. Et les 3 pieds, c'est l'égalité dans le traitement. Donc, oui, qu'on ait tous accès égal aux dispositions de la loi, mais aussi dans l'appréciation des différences. Donc, de tenir compte des différences socio-économiques entre les hommes et les femmes, des revenus statistiquement plus faibles, du travail non rémunéré, des effets que peut avoir le choix des arrangements de garde sur les politiques sur les arrangements de garde. Par exemple, est-ce que la déduction pour frais de garde restreint de faire appel à des membres de la famille? Oui, non. Est-ce que ça peut restreindre les choix de certaines familles? Est-ce que certaines familles décident, puisqu'ils ne bénéficient pas assez de la déduction pour frais de garde, d'aller vers des services qui ne vont pas offrir de reçus ou qui vont être des services qui coûtent moins cher, mais qui vont offrir un moins bon service? C'est quoi l'impact de la non-disponibilité des places en garderie?
pour les femmes. Donc, une analyse plus large que juste de savoir qu'est-ce que fait la déduction. Finalement, l'égalité transformatrice. Donc, on va regarder si les mesures existantes ont tendance à confirmer, par exemple, la distribution des responsabilités liées aux soins et au travail non rémunéré. Donc, on veut éviter de perpétuer, en fait, des espèces de présuppositions sur les femmes. Est-ce que ça pourrait avoir autrement des effets sur le travail des gardiens et gardiennes? On sait que 96 % des gardiens et gardiennes sont des femmes. 70 % gagnaient dans les statistiques de 2011 en bas de 20 000 $ par année. Est-ce que ça se peut que, et ça c'est un projet que j'ai actuellement, est-ce que ça se peut que les mesures fiscales affectent les conditions de travail des gardiens et gardiennes en garderie? Donc, c'est un autre exemple d'égalité transformatrice dont qu'on doit considérer là, quand on fait des politiques fiscales. Donc, jusqu'à récemment, le gouvernement fédéral a été critiqué pour avoir très peu intégré l'analyse comparative entre les sexes dans son processus budgétaire. C'est un commentaire de la vérificatrice générale en 2015. Par contre, comme je vous le disais, depuis 2017, il semble y avoir une intention d'aller derrière ça. Et puis, depuis les 2 derniers budgets, on voit vraiment une analyse qui est beaucoup plus poussée. Ensuite, l'analyse doit être intersectionnelle, donc on doit considérer les femmes, mais pas comme étant dans une catégorie homogène. En fait, il faut considérer l'intersection de plusieurs caractéristiques quand on fait l'effort de faire l'analyse comparative entre les sexes. On doit voir comment plusieurs caractéristiques différentes peuvent affecter l'égalité des dispositions. Ça tombe bien, j'avais fini. Je termine là-dessus. Alors, voilà. Donc, conclusion, il y a du travail à faire encore en matière fiscale, mais il y a des solutions, puis on peut les mettre de l'avant davantage. Alors, merci beaucoup. Moi, je vais continuer la conversation maintenant. J'aimerais juste commencer en disant que je vous rejoins aujourd'hui de la territoire traditionnel des peuples algonquins et aussi de remercier le CDRP de m'avoir invité aujourd'hui pour participer à cette belle discours. Christine, je crois que le travail que vous faites, le travail empirique, là, c'est très, très important. Et Annick, j'apprécie aussi votre travail sur les aspects financiers, fiscaux, le rôle du législateur dans ce travail-là. Puis Guy, j'ai très hâte de vous entendre parler aussi aujourd'hui. Je vais probablement lire un petit peu plus que d'habitude aujourd'hui parce que franchement, je ne présente pas souvent en français. Alors, je vais essayer de ne pas vous ennuyer trop avec juste de la lecture, mais c'est sûr que je vais regarder mes notes probablement plus souvent que j'aimerais. Alors, je crois que en fait, mon présentation, c'est lié aux 2 présentations qu'on a déjà entendues aujourd'hui. Parce que moi, j'aimerais parler de la capacité de la législature de promouvoir les droits de la personne et la justice sociale. Et ce que j'aimerais faire, c'est vraiment parler un petit peu des défis qui existent à cet égard, non seulement en tant que les ressources que les législateurs ont à consacrer à cette tâche, mais aussi au niveau du contrôle que l'exécutif exerce dans le processus législatif. Et ce contrôle-là impacte vraiment la possibilité d'influencer l'agenda législatif et le contenu des projets de loi. Alors, ça limite en effet l'influence des législateurs sur le processus législatif. Alors, mon argument aujourd'hui, c'est vraiment de dire que si on se concerne avec l'importance de la promotion des droits de la personne et la justice sociale par les branches politiques, il faut tout d'abord concentrer sur l'exécutif. Et je dis ça pour 3 raisons. Numéro 1, une partie essentielle du processus législatif
l'aspect du procès où le projet de loi est rédigé, cet aspect-là se passe presque entièrement à l'intérieur de l'exécutif. Et on voit que d'habitude, lorsqu'un projet de loi est introduit, le contenu de ce projet de loi-là ne change pas beaucoup, normalement, à travers du processus législatif. Même s'il y a des débats, des experts qui donnent de la témoignage dans les comités à la fin, d'habitude, et surtout quand le gouvernement a une majorité, on voit que c'est en effet très rare que le contenu change beaucoup d'un loi. Numéro 2, il faut aussi se rendre compte du fait qu'un projet de loi crée en effet un cadre pour la réalisation de certains objectifs, mais la plupart du temps, la mise en œuvre d'une loi nécessite des règlements plus détaillés. Alors vraiment, c'est le législateur qui établit l'agenda, crée le cadre, mais d'habitude, c'est encore l'exécutif. On retourne à l'exécutif qui, après que le projet de loi devient une loi officielle, qu'il y a souvent des règlements qui doivent être rédigés pour vraiment donner la vie au cadre qui a été établi par le législateur. Et numéro 3, j'aimerais parler un petit peu de ce qu'on appelle en anglais street level bureaucracy. Ceux qui prennent les décisions vraiment au niveau local dans le gouvernement. Parce que les fonctionnaires qui sont chargés de la mise en œuvre d'un régime de réglementation ont en effet beaucoup de contrôle quant à l'application d'un régime de réglementation. Alors, quand on pense à la réalisation des droits de la personne et de la justice sociale, il faut regarder le cadre qui a été établi par le législateur, le régime de réglementation qui donne vie aux lois, mais aussi, en fin de compte, les décisions qui sont prises dans le contexte de ce régime de réglementation. Il y a beaucoup de recherches qu'on voit, de recherches empiriques, en effet, qu'on voit maintenant qui démontrent comment les gens qui sont dans ces positions-là, ils ont beaucoup de pouvoir, comme même dans le régime, comment ils appliquent ce régime-là. Alors vraiment, à ces 3 niveaux-là, c'est l'exécutif qui est en contrôle, mais des façons qui sont un petit peu différentes dans chaque contexte. Alors, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. OK, juste avant de tourner à l'exécutif, j'aimerais juste parler très brièvement du rôle du législateur et de dire que encore, moi j'ai trouvé ça ça m'a beaucoup aidé. Le professeur David Feldman parle des députés comme étant des législateurs à temps partiel. Souvent, quand on pense du rôle du député comme avocate, ou peut-être c'est juste moi, mais moi, je pense toujours à leur rôle comme législateur, mais il faut toujours tenir compte du fait que les députés sont législateurs seulement vraiment à temps partiel. Et il y a beaucoup de contextes où, en effet, parce qu'ils sont très occupés, parce qu'ils ont beaucoup de choses à accomplir, beaucoup de circonscriptions différentes, qui doivent tenir en compte que parfois, leur rôle comme législateur n'est pas le plus important. C'est une position à temps partiel, mais c'est aussi parfois pas le rôle le plus important. Et on voit parfois les députés qui, en effet, disent très honnêtement qu'ils n'ont pas même lu le projet de loi avant de voter là-dessus. Alors, juste là, avec cette information-là, il faut se tenir compte des limitations qui existent en tant que les possibilités de promouvoir le droit de la personne dans le contexte législatif. C'est déjà pas nécessairement la chose la plus importante pour eux et puis ils n'ont pas assez de temps de lire le projet de loi toujours. Est-ce qu'ils reflètent sur le contenu d'un projet de loi en termes que les droits de la personne ou
ou l'accès à la justice, peut-être, mais peut-être pas. On voit que depuis les changements qui se sont passés au côté du Sénat, le processus pour nominer les sénateurs au Sénat, on voit que depuis ces changements-là, qu'au Sénat, on voit que la qualité du débat sur les projets de loi, on dirait dans plusieurs contextes est maintenant plus élevé. On voit qu'il y a beaucoup de sénateurs qui s'impliquent vraiment, qui s'intéressent vraiment aux conséquences pour les droits de la personne, des projets de loi qui sont devant eux. Mais même avec ces changements-là, on voit que c'est en effet rare qu'il y ait de grands changements à des projets de loi. Et les chercheurs parlent souvent maintenant, Emmett Macfarlane et des autres chercheurs disent que le Sénat, maintenant, ils ont le pouvoir de retarder les projets de loi un petit peu pour essayer d'amener plus de modifications, mais ils n'ont encore pas l'option de ne pas passer le projet de loi. Alors, c'est cette possibilité de pouvoir retarder pour essayer d'avoir une discussion plus pleine sur les implications pour les droits de la personne, mais il y a encore des limites. Alors, voilà, ça, c'est les limitations, je dirais, structurelles peut-être qui existent au niveau de la législature. Et c'est pour ça et pour d'autres raisons maintenant que je vais indiquer pourquoi il faut vraiment concentrer, je dirais, sur l'exécutif. Et je dis ça c'est important quand on parle de la promotion des droits de la personne. C'est sûr qu'on est souvent, il y a toutes sortes de raisons pour penser que l'exécutif et la législature ne vont pas prendre les droits de la personne assez sérieusement ou quoi que ce soit. Mais je dirais que mes remarques aujourd'hui, j'aimerais vraiment juste donner l'impression ou communiquer que il ne faut pas non seulement regarder aux cours comme étant des institutions importantes pour la promotion des droits, il faut aussi regarder l'exécutif et le législateur, même si on est conscient du fait qu'il y a toujours la possibilité qu'ils ne vont pas prendre en compte ces intérêts-là assez. OK, alors, comme j'ai dit, le processus pour les projets de loi, là, ça commence vraiment à l'intérieur de l'exécutif. Et c'est pour ça que si on veut que les institutions politiques mettent plus de l'emphase sur les droits de la personne, il faut vraiment commencer là. Et il faut commencer au moins avec l'idée que l'État est capable de promouvoir les droits de la personne. Et je dis ça parce que je sais que quand moi, aujourd'hui, je lis quand je lis au sujet de l'exécutif, on voit que c'est souvent le cas qu'on pense de l'exécutif comme étant dangereux, dangereux pour les droits de la personne. Et c'est sans doute le cas que parfois l'exécutif ne respecte pas les droits. Mais je dirais aussi que si on ne peut pas aussi accepter la possibilité que l'exécutif peut promouvoir les droits de la personne, je crois qu'on crée la possibilité on crée une façon de comprendre l'exécutif où on pense qu'il faut toujours limiter l'exécutif. Sinon, ils vont pas respecter les droits. Et d'une façon, c'est sans doute vrai, mais de l'autre, il faut aussi être conscient du fait que l'exécutif peut servir ses fonctions utiles et qu'on doit vraiment encourager à l'exécutif. On doit penser comment, à tous ces niveaux-là dont j'ai discuté, comment est-ce qu'on peut créer les conditions
pour que l'exécutif promouvoie les droits de la personne, l'accès à la justice, etc. Alors, oui, l'idée ici, c'est vraiment qu'on ne peut pas confier seulement aux cours le rôle de respecter, promouvoir les droits. Comme Christine dit, que c'est vraiment une collaboration entre les trois institutions et que cette collaboration, même si c'est imparfait, que c'est essentiel parce qu'en effet, les cours sont très limités dans leur capacité à protéger, promouvoir les droits. On donne toujours beaucoup d'attention aux grands pouvoirs où la Cour a vraiment protégé les droits de la personne, mais je crois qu'il faut juste regarder les deux présentations aujourd'hui pour voir comment les cours sont parfois très gênés quand il y a certains domaines de réglementation où ils ne veulent vraiment pas toucher, si c'est le droit social, le droit fiscal. Ils sont très limités dans leur capacité de vraiment intervenir dans le milieu social pour améliorer la condition des personnes. Et ces limites-là n'existent pas du tout quand on parle de l'exécutif. Il y a peut-être d'autres limites qui existent, mais je crois que c'est juste, on a l'habitude de parler à propos des cours comme s'ils sont très capables, comme s'ils sont capables de faire plus qu'ils sont capables de faire, en effet. D'accord. Alors, j'aimerais juste parler maintenant un petit peu de ce deuxième niveau-là dont j'ai mentionné, les régimes de réglementation. Comme j'ai dit, les législateurs sont vraiment responsables pour créer ce grand cadre, mais en tant que les détails, c'est vraiment encore l'exécutif. En théorie, le législateur retient un rôle pour superviser le procès de créer les réglementations, mais d'une façon pratique, ce n'est pas une fonction qu'ils exercent. Ce comité-là, au niveau fédéral, qui a techniquement le pouvoir de regarder les règlements qui sont produits par l'exécutif, ce comité existe, mais ce n'est pas un comité actif. En effet, il n'y a pas de surveillance de ce processus-là par le législateur. La raison pourquoi les règlements sont importants, c'est qu'en anglais, on dit, the devil is in the details, right? À un niveau très large, on peut dire, les objectifs de ce plan, ce régime de réglementation, c'est très positif, mais on sait qu'il y a beaucoup qui se fait dans le processus de créer le régime qui va être mis en œuvre par les fonctionnaires. Alors, pour ceux qui se concernent du rôle de l'État dans la promotion des droits et dans l'accès à la justice, il faut passer à travers, il faut regarder le cadre, mais aussi regarder de façon très précise les règlements. L'autre chose, c'est que ces règlements-là peuvent être changés très facilement. Et par exemple, Jennifer Rasso, une chercheure canadienne, elle a fait une étude très intéressante sur les programmes sociaux en Ontario. Et ce qu'elle a démontré, c'était que pendant une période de 30 ans, la loi a resté exactement la même, mais la réglementation, les règlements et aussi la mise en œuvre a beaucoup changé au niveau local et ça a changé de façon fondamentale l'opération du régime de réglementation sans aucun changement au niveau du droit. Alors, je crois que toute cette recherche qu'on voit maintenant sur comment la mise en œuvre des règlements et ce qui se passe au niveau local, moi, je trouve ça très intéressant pour pouvoir comprendre la dynamique là,
la dynamique qui existe lors de la mise en œuvre des régimes de réglementation. Et finalement, parce que je veux que Guy ait assez de temps pour présenter aujourd'hui, je vais juste parler un petit peu de ce qui se passe au niveau local. Et pour dire qu'il y a beaucoup de recherches qui se passent maintenant. J'ai mentionné Jennifer Rasso, mais il y a aussi Bernardo Zacca dans les États-Unis. Et il y a des chercheurs qui commencent à démontrer que au niveau local, les fonctionnaires ont en effet beaucoup de choix, même à l'intérieur de la régime de réglementation, qu'ils ont beaucoup de choix. Par exemple, de décider, ils ont un dossier, OK, est-ce que je vais donner, est-ce que cette personne est éligible pour ce programme-ci ou non? Il y a toujours un procès d'interprétation des faits de la régime de réglementation qui permet aux fonctionnaires au niveau local de retenir beaucoup de choix, en effet. Alors, ce que ça me dit encore au niveau d'essayer de comprendre comment le rôle du législateur dans la promotion des droits de la personne, c'est que même si on a un régime qui est créé dans une loi, il faut aussi regarder de façon très précise ce qui se passe au niveau local. Regarder la culture locale qui existe, les attentes qui existent au niveau local. Souvent, ça peut être des attentes, par exemple, si on dit, OK, on a assez d'argent pour ce programme pour donner 30 subventions, par exemple. Là, il y a un limite qui est peut-être pas contenu c'est un limite budgétaire, disons, qui existe, mais qui peut avoir un impact substantiel sur comment on prend les décisions au niveau local. Alors, je vais arrêter là, mais juste pour dire, oui, que merci beaucoup encore de m'avoir invité à participer à cette discussion. Bien, bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier le CLDP de m'avoir convié justement à cette conférence. Sylvain qui l'organise également, je te remercie. Et naturellement, je tiens à remercier les autres panélistes qui m'ont précédé, notamment Annick, Christine et Vanessa. Je ne vous cache pas que je suis également intimidée par les autorités respectives que vous représentez dans ce domaine-là. Je vais quand même marcher sur la pointe des pieds sur votre vigilance. Bien, le sujet que je soumets à votre appréciation, ou j'allais dire à votre attention aujourd'hui, s'intitule ainsi que suit: les défis institutionnels pluriels de la justice sociale au Cameroun, le cas spécifique des minorités autochtones. Je tiens tout d'abord à justifier la place dérisoire que le législateur va occuper justement dans mon propos. Dans le contexte du régime constitutionnel camerounais, le Parlement est assez ligoté par le pouvoir exécutif. Il y a le fait majoritaire, c'est-à-dire la coïncidence de majorité exécutive et parlementaire. Il y a également l'aspect de l'hypertrophie du pouvoir présidentiel qui renforce la discipline du parti, notamment le parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Dans ce contexte, le législateur est en quelque sorte la caisse de résonance du pouvoir exécutif. Il reproduit quasiment la volonté du pouvoir exécutif. Donc, résultat des courses, une focalisation sur le législateur n'aurait pas donné de la chair à ma démonstration. C'est la raison pour laquelle j'ai articulé mon propos autour des défis institutionnels pluriels de la justice constitutionnelle. Ainsi, j'intègre d'autres acteurs institutionnels au-delà du Parlement qui sont associés à la chaîne, justement, d'application de la justice sociale. Un autre constat également, c'est que cette question relève un peu de ce qu'on peut appeler un point aveugle de la littérature constitutionnelle africaniste, et j'allais même dire camerounaise. Malheureusement, la littérature s'y est très peu intéressée, constitutionnelle précisément. Pourtant, il s'agit d'un domaine qui relève du droit constitutionnel substantiel, comme on l'appelle encore, c'est-à-dire les droits fondamentaux. Peut-être plus près de deuxième génération, selon la classification de Karel Vassa, c'est-à-dire les droits socio-économiques et culturels.
C'est un aspect qui relève aussi du droit constitutionnel démotique, c'est-à-dire l'étude du substrat humain de la société étatique. Mais malheureusement, on constate que la littérature ne s'y intéresse pas vraiment. Bien, pour entrer au cœur du sujet, permettez-moi de commencer mon propos par cette pertinente formule de Habermas. Il n'y a guère de légitimité démocratique sans justice sociale. Ça, c'est une formule de Habermas. Et la Constitution du 18 janvier 1996, qui posera les jalons du renouveau démocratique au Cameroun, semble faire écho à cette formule habermasienne. Deux énoncés constitutionnels méritent à cet égard une attention particulière. D'une part, la République du Cameroun est un État démocratique et social. Et d'autre part, l'État assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones. Ces principes constitutionnels ont eu également une déclinaison en matière législative. On voit à travers certaines lois, notamment la loi sur la décentralisation de la gestion forestière au profit des minorités autochtones. Il apparaît au moins formellement que le constituant et dans une certaine mesure le législateur semble attacher un intérêt à la protection des personnes minorités, des minorités autant pour moi, et plus largement de la justice sociale. Comme le souligne Alain Suppiot, la justice ne concerne pas seulement le règlement des litiges, mais aussi l'organisation d'ensemble de la société, c'est-à-dire la réalisation d'un état de justice. Elle n'est donc pas simplement un service public régalien, elle est aussi un service public social qui devrait venir au secours des catégories sociales défavorisées. À cet égard, il est aisé de constater qu'au Cameroun, concernant le cas spécifique des minorités autochtones, les défis institutionnels de la justice sociale sont pluriels. Et quels sont ces défis-là? Avant de répondre à cette question, une clarification conceptuelle s'impose. Dans notre propos, la justice sociale revêt trois dimensions, j'allais dire cumulatives, qui alimenteront justement la trame de notre démonstration. Premièrement, la justice, ou j'allais dire la juste répartition des biens, encore appelée justice redistributive, qui s'attache à la réduction des inégalités économiques. Également, la justice reconnaissance, la juste reconnaissance des personnes, notamment la reconnaissance publique des singularités individuelles et surtout communautaires dans le cas d'espèces, ce qu'on appelle également la justice recognitive. Et enfin, la justice participation des personnes ou des groupes vulnérables ou socialement placés en situation d'infériorité par rapport à la société dominante. Nous formulerons donc l'hypothèse suivante. Les défis institutionnels de la justice sociale au Cameroun en matière de minorités autochtones sont justement adossés sur ce trépied, c'est-à-dire ces trois dimensions-là, la juste répartition, la juste reconnaissance et la juste représentation. Pour répondre à cette hypothèse, nous allons adopter une méthode, j'allais dire, positiviste ouverte. Et évidemment, on va rompre avec le dogmatisme kelsényen parce que, évidemment, en parlant de justice, il va de soi que le droit naturel ici doit être évoqué. Donc, nous allons articuler les règles positives avec les principes de justice dans le sillon tracé déjà longtemps avant nous par Ronald Dworkin, qui estimait que le droit est un mélange entre les règles positives et justement les principes moraux sous-jacents. Un constat préalable s'impose avant de rentrer au cœur de notre démonstration. En matière de justice sociale, les États semblent appliquer des solutions, j'allais dire, différentes, en dépit des contraintes du droit international. On a l'impression qu'il s'agit justement d'une forme de manifestation du relativisme, justement, du droit international en la matière. Les droits reconnus aux minorités et aux autochtones ont souvent aussi un coût économique, c'est le deuxième constat qu'on peut faire. C'est-à-dire le développement économique est un facteur non négligeable à prendre en compte justement dans l'épanouissement de ces droits-là. Comme vous l'avez constaté, probablement, notre propos sera articulé autour de trois parties et au gré des déclinaisons de chaque dimension de la justice sociale que nous avons évoquée. En première partie, la justice répartition qui est compromise, c'est le constat qu'on fait. C'est une justice répartition où la juste répartition, si on veut, est compromise par la faillite d'un État ambitieux, mais devenu impécunieux. C'est là où joue l'aspect économique.
dont j'ai parlé au préalable, on va constater que l'État ici, malgré sa bonne volonté, va rentrer en crise économique, notamment au Cameroun, lorsque l'État rentre dans la crise économique autour des années 90, l'État est obligé de se retourner vers les bailleurs de fonds internationaux, le FMI et la Banque mondiale, et les partenaires bilatéraux également, qui vont contraindre l'État à ce qu'on appelle les politiques d'ajustement structurel. On verra tout à l'heure que ce facteur conjoncturel va arrêter, hypothéquer justement l'État-providence. En deuxième partie, on va aborder la juste reconnaissance qui est elle-même aussi entravée par la qualification brumeuse des notions de minorité autochtone. Donc, finalement, on va constater qu'il y a une sorte de flou sémantique dans la qualification même de minorité et d'autochtone. Et cela ne pave pas vraiment la voie, justement, à la protection de la justice sociale si les catégories qui sont interpellées ne sont pas, j'allais dire, le périmètre de définition de ces catégories n'est pas bien circonscrit. En troisième partie, on abordera la justice participation, qui nous a semblé elle-même être perfectible, même si l'État fait, j'allais dire, beaucoup d'efforts pour associer justement ces minorités au processus décisionnel. Commençons par la justice repartition, compromis justement par la faillite d'un État ambitieux devenu impécunieux. D'emblée, il est loisible d'abord d'observer que la consécration constitutionnelle d'une république démocratique et sociale et donc au service de l'État-providence est assez manifeste au Cameroun. Dès l'article 1er de la Constitution du 18 janvier 1996, le constituant consacre la République du Cameroun comme étant une république laïque, une république démocratique, surtout sociale. Et à partir de ce moment-là, on peut constater que l'État a une exigence constitutionnelle au minimum de s'investir justement dans la fonction d'État-providence, d'assurer le bien-être des personnes défavorisées. En ce sens, l'État doit œuvrer pour l'égalité des chances en soutenant plus spécifiquement les citoyens démunis, vulnérables. Il favorise le bien-être des individus. Il doit également intervenir pour résoudre les problèmes sociaux, y compris les problèmes des catégories sociales vulnérables, notamment le logement, l'éducation, l'emploi, la santé. Bref, cela rend dans la catégorie anglo-saxonne qu'on appelle welfare state, c'est-à-dire un État justement qui assure le bien-être de ses citoyens, un État humaniste. Toutefois, cet élan d'humanisme est remis en cause justement par le contexte de la crise de l'État-providence à l'épreuve justement de ces variables conjoncturelles dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire lorsque les États africains vont rentrer en crise, ils vont être obligés de se retourner vers les bailleurs de fonds internationaux, vers les partenaires bilatéraux pour solliciter de l'aide financière. Évidemment, cette aide sera conditionnée justement par un certain nombre de contraintes à la fois politiques et économiques. Au nombre de ces contraintes-là, on va constater qu'on va imposer à ces États un désengagement de la vie sociale et économique. Donc, finalement, on va reconfiner l'État dans ses fonctions d'État gendarme, c'est-à-dire la sécurité, la justice, la monnaie, la conduite des relations internationales et l'armée, la défense. Et finalement, l'État va abandonner les aspects liés justement à la vie sociale et cela va avoir des conséquences sur les minorités et justement sur les autochtones qui déjà étaient en difficulté relativement aux prestations qu'aurait dû fournir l'État relativement à l'éducation, à la santé, et ainsi de suite. Donc, dans la foulée, l'État rencontrant cette contrainte-là, l'État va abandonner un peu en quelque sorte la vie sociale. Malgré la fin de l'ajustement structurel dans les années 2000, l'État ne s'est pas pour autant déployé dans la sphère économique, dans la sphère sociale pour venir au secours des catégories les plus défavorisées. On notera une gestion malheureuse de la fortune publique et qui va entraver justement le succès d'un véritable État-providence et ce faisant la redistribution des ressources. J'ai remis en cause justement, j'allais dire gestion malheureuse de la fortune publique à travers les détournements des deniers publics tout simplement. L'État va confondre, j'allais dire, la propriété privée avec la propriété publique parce que dans ce contexte, l'État est moins institutionnalisé, il y a davantage une patrimonialisation justement de la fortune publique qui est considérée comme propriété privée. Cela sera théorisé par les auteurs qui vont parler de néopatrimonialisme justement de l'État. Bien, qu'en est-il de la justice reconnaissance?
La justice reconnaissance est également elle-même entravée par la qualification brumeuse des minorités autochtones. On observe, c'est ici qu'on observe un flou sémantique dans la détermination de la qualité de minorité autochtone. Commençons par l'indétermination des textes internationaux. On sera dans un mouvement, je pense qu'on l'a dit tantôt, de textures ouvertes en matière de qualification sémantique, justement, des notions de minorité et des notions, la notion d'autochtone. Et cela va arriver déjà d'abord parce qu'au plan international, on va constater que les textes internationaux seront silencieux relativement à la définition de ces deux catégories-là. C'est la raison pour laquelle, notamment en ce qui concerne les minorités, on va observer le silence justement assez visible du pacte 2, le pacte sur les droits civils, le pacte sur les droits sociaux, économiques et culturels de 1966. On va également observer un silence de la Convention numéro 169 de l'OIT sur les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants. Cependant, la doctrine va essayer quand même d'apporter une définition. Il n'est pas négligeable d'évoquer la doctrine en droit international. On sait bien que la doctrine a une position différente en droit interne. En droit international, la doctrine est une source importante dans la production de la normativité internationale. C'est la raison pour laquelle il est important quand même de prendre en compte la définition de la doctrine ici. Et on évoque Jean Salmon, son fameux dictionnaire de droit international, qui adopte, j'allais dire, une approche duale de la notion de minorité. Donc, finalement, on va constater que deux acceptions de la notion de minorité peuvent coexister, un critère quantitatif d'une part et un critère qualitatif d'autre part. Relativement au critère quantitatif, on va observer que la minorité désigne un groupe numériquement inférieur au reste de la population et le reste de la population qui est en position de dominance en quelque sorte. Et relativement au critère, j'allais dire qualitatif, on va observer qu'il s'agit davantage d'un groupe vulnérable, peu importe sa taille démographique. Donc, voilà les deux acceptions qui ont été proposées dans le dictionnaire justement de Jean Salmon. Bien, en ce qui concerne à présent la notion d'autochtone, j'allais dire que ce sont les mêmes travers justement relativement au déficit de sémantique clair sur le plan international. On va observer le silence des textes juridiques internationaux quant à la signification même justement de la notion d'autochtone. Bon, on estime que c'est à raison un peu, c'est une indétermination réaliste parce que chaque État a son histoire, chaque État a sa culture et on voit peut-être que les rédacteurs des textes juridiques internationaux ont eu conscience de ce qu'on devait laisser ça à la convenance des États pour définir en fonction justement de leur contexte particulier. Bien, on le sait, comme le droit, j'allais dire comme la nature, le droit a horreur du vide. Et c'est la raison pour laquelle, si au niveau international, il y a eu une indétermination, au niveau national, il y aura une volonté justement d'au moins co-déterminer, voire de prédéterminer même la notion, les notions de minorité et d'autochtone. Et dans cette perspective, le constituant camerounais va plutôt envisager une perspective de prédétermination stratégique. Stratégique, on le verra tantôt. En ce qui concerne les minorités, dans son intervention devant les élus de l'Assemblée nationale, notamment qui étaient formés en assemblée constituante pour le cas d'espèce, le Premier ministre ne dissimule pas l'option gouvernementale sur la conception attachée à finir au terme même de minorité. Il en résulte que les minorités s'entendent justement dans le contexte, selon lui, comme étant exclusivement ethniques et non linguistiques et religieuses. L'ethnie est donc la correspondance majoritaire de ce principe. Cette interprétation restrictive relève peut-être d'une astuce politique, la raison étant liée à la crainte des revendications sécessionnistes, irrédentistes, fondées sur l'identité culturelle. Comme le Canada, le Cameroun a, j'allais dire, subi une double domination politique franco-britannique et il se trouve que la partie francophone au Cameroun d'expression anglaise pense être marginalisée et au plan linguistique, même relativement même à la traduction des codes officiels, on a l'impression que tous les codes sont en français. Du moins, cela est décrié par les populations qui vivent là-bas. Et ils auraient pu jouer sur la carte justement de la minorité ethnique
la vulnérabilité pour revendiquer justement une sécession ou l'émancipation du pays. C'est la raison pour laquelle le constituant, étant conscient de cela, a anticipé en estimant que la notion de minorité s'épuisait dans la catégorie ethnique, n'intégrant donc pas l'aspect linguistique et les aspects religieux. Certains auteurs estiment que cet argument ne peut pas prospérer parce que l'anglais et le français sont les deux langues officielles consacrées par la Constitution du Cameroun. Donc, à cet égard, ils n'y voient absolument pas une forme de caractère minoritaire sur le plan linguistique. Relativement à la question d'autochtones, maintenant, le constituant va essayer également de faire une prédétermination stratégique et évitant également, selon lui, certains travers. La formulation retenue par le constituant de 1996 est celle de population autochtone, en lieu et place de peuple autochtone. Pourtant, le Cameroun a ratifié la Déclaration universelle, justement, sur le droit des peuples autochtones. Mais le choix de la dénomination ici n'est pas innocente. Il s'agit de contourner la question séparatiste qui sévissait déjà dans les bastions anglophones. Plus largement, il s'agissait d'étouffer toute forme de revendication indépendantiste liée justement à l'attribution de la qualité de peuple qui a une implication en droit international. Nous songeons par exemple ici au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, au droit à l'autodétermination. In fine, l'on est autochtone au Cameroun dans une région ou dans une circonscription, surtout parce que nos ancêtres en sont les premiers occupants. Cependant, malgré la prédétermination du constituant, cela n'a pas empêché une forme de surdétermination administrative qui est confondante en vérité. Chez l'administration, il y a comme une extension de la catégorie de minorités autochtones à certains groupes marginalisés. Donc, résultat des courses, les Pygmées, les Bororo, les Montagnards, les populations des îles, les Sikhs sont reconnus par le ministère des Affaires sociales comme étant des populations marginalisées. Certains estiment que cette extension, j'allais dire, rend davantage flou le concept justement de minorité. Au demeurant, les Nations Unies, d'autochtones autant pour moi, au demeurant, les Nations Unies ne reconnaissent que les Pygmées et les Bororo comme des populations autochtones au Cameroun. En bref, tout se passe comme si, au regard de ce qui précède, qu'il n'y a pas de dialogue entre les institutions. Le fameux roman La chaîne de Dworkin, on a l'impression qu'on n'est pas nécessairement dans cette logique-là, où chaque dévancier, j'allais dire, chaque personne qui rédige un chapitre doit lire le chapitre précédent pour être sûr de garantir une cohérence globale de l'œuvre. Et ce qui est davantage étrange, c'est le silence du législateur sur le sens, le concept même de minorité et d'autochtone, et surtout qu'il apparaît clairement dans la Constitution du 18 janvier 1996 que l'État assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi. On se sera attendu à ce que le législateur intervienne dans la matière, mais il a une place beaucoup plus dérisoire. Enfin, concernant la justice participation, dernière déclinaison, force est de constater qu'elle est elle-même perfective malgré l'effort d'associer certaines minorités, comme les Pygmées, au processus décisionnel. Finalement, on va observer que la participation des minorités Pygmées au système décisionnel concernant la gestion forestière au sud du Cameroun constitue l'une des avancées, il faut quand même le reconnaître, de la justice sociale. On va observer une décentralisation de la gestion forestière au Cameroun qui s'est traduite par la dévolution aux acteurs locaux, notamment les minorités autochtones, de la gestion même des forêts dites communautaires et de la redevance forestière. On constate une certaine négociation dans la procédure de formation même de la décision, autrefois foncièrement marquée par l'unilatéralité. Elle n'offrait pas la moindre discussion. Or, dorénavant, la gestion des forêts dites communautaires est marquée par une forme de délibération, de discussion qui accompagne l'adoption des décisions. La décision devient alors négociée et le fruit d'une délibération collective. Il s'agit de ce que Habermas appelait la légitimité procédurale. Le Cameroun a donc entrepris des réformes de sa politique forestière au début des années 90. Ces réformes ont succédé à plus d'un siècle de politique forestière caractérisée par une gestion centralisée des forêts naguère. Désormais, donc, cette réforme est traduite par une mise en place, je dirais, dans les années 94 d'une loi instituant la décentralisation
de la gestion forestière. Grâce à cette loi, les communes et les communautés villageoises gèrent des forêts en vue d'en assurer la conservation et d'en tirer les revenus substantiels pour le développement de leur localité. En clair, la loi du 20 janvier 1994 prescrit que l'aménagement des forêts doit être assuré par les gestionnaires ou les détenteurs même qui vivent dans ce milieu. Cependant, on observe une exclusion malheureuse des femmes et de certains lignages, parce qu'il y a une forme en la matière de coexistence entre le droit de l'État et le droit coutumier ou le droit traditionnel même des communautés concernées. L'on peut souligner avec Jérémy Barenji que selon les normes sociales, la forêt relève encore malheureusement de la sphère masculine, les règles de droit traditionnelles, et les questions forestières sont de la compétence de certains lignages ou chefferies traditionnelles. Ces normes sociales confèrent certains droits aux femmes, reconnaissent certains droits aux femmes exclusivement, notamment en matière de pratique d'agriculture, en matière de pêche. Et il est donc aisé de constater une forme de pluralisme de tension entre le droit de l'État en la matière qui avait voulu associer, inclure justement les minorités autochtones sans distinction. Mais on voit bien que le patriarcat qui domine le droit traditionnel exclut justement les femmes du processus. En conclusion, si on peut envisager une nécessaire rénovation institutionnelle pour garantir l'accès effectif des minorités autochtones à la justice sociale au Cameroun, force est de reconnaître, pour le regretter d'ailleurs, que dans les pays en développement, la justice sociale est entravée par des vices institutionnels et apparaît davantage comme une promesse d'avenir, d'où l'opportunité d'une rénovation institutionnelle. Merci, j'ai terminé avec ma présentation.